Quelque part, nous avons créé les problèmes auxquels on essaye de faire face. Je parlais des pucerons, donc ces pucerons sont des insectes qui sont tout à fait fascinants et qui ont cette capacité de se multiplier extrêmement vite sur notamment des plantes qui sont normalement, aléatoirement dispersées dans l'environnement, peu présentes et présentes pendant des temps relativement courts. Si ces plantes, on se met à les cultiver, et si on les cultive sur des milliers d'hectares, eh bien, ça provoque ça donne une ressource en fait illimitée à ces insectes qui peuvent se développer de façon exponentielle. Alors, on va revenir à ces idées d'évolution, parce que quelque part, c'est un défi de se dire, les pucerons vont produire au cours de l'année entre 8 et parfois jusqu'à 14 générations parthénogénétiques, c'est-à-dire une femelle va générer quelque part en 14 générations près d'1 milliard d'individus qui sont tous identiques génétiquement à la femelle d'origine. Et donc ça pose une question en termes de sélection naturelle, puisqu'on sait que la sélection naturelle, ce que Darwin a mis en évidence, c'est qu'elle s'exerce sur la diversité, et que cette diversité, elle est possible au travers de la reproduction sexuelle qui va mélanger nos gènes et qui va créer cette diversité dont on a besoin. Alors, une des questions qu'on se pose, comment est-ce que les pucerons font face à ça? Alors, il est évident, si en un été, vous pouvez produire 1 milliard d'individus, on sait que les mutations sont des phénomènes rares, mais sur 1 milliard d'individus, des mutations peuvent arriver. Donc, vos individus de dernière génération, cette année-là, présentent quand même des différences avec les individus de première génération. Mais il y a un autre élément aussi, c'est que ces pucerons, comme beaucoup d'insectes, ont développé des symbioses avec des bactéries. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en évidence il y a de plus en plus en fait sur les 20 dernières années avec les techniques d'analyse de l'ADN. On s'est rendu compte qu'on n'est pas tout seul à vivre dans notre corps. Un être humain, 50% de son ADN lui appartient, 50% de l'ADN appartient à d'autres organismes. Quand on extrait la totalité de l'ADN d'un être humain. Parce qu'on est plein de bactéries, on est plein de toutes sortes de choses. Donc c'est la même chose pour les insectes. Et quelque part, ces bactéries vont apporter une possibilité d'adaptation à des conditions d'environnement particulières. Ainsi, un des soucis des pucerons, qui est le même que nous, c'est que les pucerons se nourrissent de sève de plantes. La sève de plantes est très très pauvre en acides aminés et ne contient quasi pas d'acides aminés essentiels. C'est le problème des végétariens. Si vous êtes végétarien, vous allez devoir faire attention à votre apport en protéines pour essayer d'avoir vos acides aminés essentiels. C'est la même chose pour les pucerons. Et alors, comment font-ils pour acquérir ces acides aminés essentiels? En fait, depuis probablement près de 150 millions d'années, c'est des vieilles bêtes, ils vivent en association avec une bactérie, et au point qu'il y a un organe à l'intérieur des pucerons qui accueille cette bactérie. Cette bactérie est intracellulaire, elle vit dans les cellules mêmes du puceron, et elle produit 2 acides aminés essentiels, le tryptophane et l'isoleucine, qui vont être à la base, en fait, pour le puceron, de la production de ses propres acides aminés. Et cette bactérie possède sur son ADN plusieurs fois les gènes qui lui permettent de produire ces acides aminés essentiels, donc bien plus que ce qu'elle a nécessaire pour elle, et c'est vraiment une collaboration entre elle et le puceron qui permet cette survie. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, et les pucerons, lors de leur reproduction parthénogénétique, donc sans reproduction sexuée, transmettent à leurs larves cette bactérie de génération en génération. Donc ça, c'est un premier phénomène d'adaptation. Puis à côté de ça, on a des bactéries qu'on va appeler facultatives, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas nécessairement présentes chez les pucerons, mais elles vont conférer certains avantages. Par exemple, une résistance au stress thermique. Il fait très chaud, la température monte à 30-35 degrés,
eh bien, certaines bactéries vont permettre aux pucerons de survivre à des températures très élevées. Et à ce moment-là, si on atteint des températures très élevées, eh bien, les pucerons qui contiennent ces bactéries sont favorisés, sélection naturelle. Et donc la sélection naturelle ne se porte plus que sur le puceron, mais elle se porte sur l'ensemble, puceron plus bactéries qu'elle contient. Ça peut être une résistance, on parlait de parasitoïdes, il y a des bactéries qui confèrent une résistance aux parasitoïdes, on a des bactéries qui permettent de s'adapter à une nouvelle plante hôte, donc de passer d'une plante, on a parlé un petit peu du fait que les plantes pouvaient elles aussi subir des mutations et produire des produits insecticides. Et donc certaines bactéries vont permettre aux pucerons de surmonter la résistance de la plante. Et donc c'est une relation tout à fait fondamentale qu'on a découvert ces dernières années et qui permet de comprendre encore mieux les adaptations des organismes. Nous ne vivons pas seuls, les interactions qu'on a avec les autres organismes, aussi petits qu'ils soient, comme des bactéries, sont extrêmement indispensables pour notre développement. Et on le sait pour nous-mêmes, puisque notre immunité contre certaines maladies va dépendre de notre microbiote intestinal, des bactéries que nous avons au niveau de l'intestin. Donc ça, c'est une chose et sur laquelle on développe, et par hasard, les Anglais disent serendipity, on a découvert une bactérie qui était quelque part un intermédiaire dans ces symbioses. C'est une bactérie dont certaines souches sont intracellulaires chez certaines espèces de pucerons et vont conférer toute une série d'avantages. Mais nous, on a découvert une souche qui se développe simplement dans le tube digestif, qu'on sait cultiver. Les autres souches, on ne sait pas les cultiver parce qu'elles dépendent de la machinerie cellulaire de l'hôte pour se reproduire. Et donc c'est quelque part une forme d'intermédiaire évolutif dans ces symbioses. Et c'est un peu les défis sur lesquels on travaille maintenant, c'est de comprendre ces relations complexes, évolutives, entre ces bactéries et les insectes qui leur permettent une adaptation à leur environnement. Donc ça, voilà, c'est des aspects plutôt fondamentaux, mais qui montrent à quel point les interactions sont importantes dans le monde vivant et permettent d'expliquer des choses. Alors, Darwin a mis en évidence l'importance de la sélection naturelle et de la compétition quelque part entre les individus, et que c'est les individus les plus aptes qui vont survivre. Mais il a aussi, dans ses écrits, parlé de la coopération, et puis on en parle de plus en plus, et on sait maintenant que la coopération entre certains organismes va aussi leur permettre une forme d'adaptation. Donc la sélection naturelle peut aller aussi vers de la coopération, et ça c'est un point important. Et c'est toute une série de messages que la recherche nous donne et qui permettent d'enrichir l'enseignement. Parce que une tâche de professeur d'université, c'est aussi d'enseigner, et c'est d'enseigner une matière qui change, parce que les techniques ont changé. Et je sais par exemple, quand j'ai commencé, j'ai donné le cours de biologie animale pendant des années, on a commencé à donner ce cours, on avait une vision de la systématique qui est très différente de ce qu'on a maintenant, parce que la systématique était basée sur de la morphologie. Donc on regroupait les individus en fonction de leur ressemblance morphologique. Puis sont venues les techniques d'analyse génétique et on a montré que il y a toute une série de choses qu'on enseignait avant qui n'étaient pas vraies. La morphologie est parfois un leurre parce qu'on peut avoir la même morphologie qu'un autre organisme vivant simplement parce qu'on vit dans le même milieu. Un exemple simple à comprendre, c'est le requin et le dauphin sont tous les deux hydrodynamiques. Ils ont une capacité de nage exceptionnelle. Mais c'est deux organismes extrêmement différents qui, au point de vue évolution, sont très très éloignés. Pourtant, ils partagent des ressemblances en termes de morphologie. Et donc, l'analyse génétique de l'ADN, de l'information même, nous apporte des informations nouvelles et permettent de refaire une classification. Et ainsi, dans notre cours de biologie animale, en 2005-2006, on a dû revoir complètement ce qu'on donnait, refaire une nouvelle classification, enfin utiliser la classification qui s'élabore petit à petit sur base de ces nouvelles techniques. Donc il y a une sorte d'interférence continuelle, d'interaction entre l'enseignement et la recherche, l'un nourrissant l'autre. Et d'un autre côté, l'enseignement, quand vous cherchez, que vous élaborez, vous construisez un cours, vous pouvez acquérir des savoirs nouveaux, et ces savoirs nouveaux, vous pouvez aussi les utiliser dans la recherche pour émettre de nouvelles hypothèses.
Donc c'est extrêmement intéressant en fait d'avoir cette double démarche recherche et enseignement pour pouvoir générer de nouvelles choses. Et donc c'est vrai qu'avec l'enseignement, on a tendance à s'investir de façon importante, aussi de s'investir dans l'université, de créer des choses. J'ai eu la chance de pouvoir créer il y a pas mal d'années le centre de recherche sur la biodiversité, en se disant on peut avancer que si on est en équipe, si on met des gens de diverses disciplines ensemble et si on peut créer des choses. Et j'ai eu la chance de participer lors du fameux plan de développement de l'université à l'élaboration de l'Institut Earth and Life Institute avec 3 collègues, Thierry Fichefay, Pierre de Fourny et Bruno Delvaux, à l'élaboration de cet institut et de rassembler au-delà des frontières habituelles des disciplines, de rassembler en fait des gens qui travaillent vers un même objectif, vers une même façon de voir les choses, où l'importance de cette interaction entre populations, entre espèces, entre milieux physiques et milieux vivants, etc. est importante. Et donc on a un institut où on a aussi bien des climatologues que des spécialistes de l'agronomie, que des gens qui travaillent sur les interactions chimie-vivant, que des gens qui travaillent en microbiologie, etc., pour essayer justement de favoriser le dialogue dans tout ça. Et ça fait partie des choses, et c'est vrai qu'au cours d'une carrière, il y a un investissement en recherche, il y a un investissement en enseignement, et puis il y a un investissement aussi dans le fonctionnement des organismes dans lesquels on travaille, qui n'est pas toujours simple, parce que chacun a son avis, chacun a sa façon de voir les choses, et donc voilà, il faut travailler avec tout ça et être à l'écoute avec ces aspects. Alors à partir de là, j'ai aussi commencé à donner des cours plus orientés sur les relations entre l'environnement et l'homme, entre notre milieu naturel et nous-mêmes, avec une réflexion qui m'a été amenée par une doctorante d'Amérique latine qui m'a dit un jour, c'est assez marrant parce qu'en français, on parle d'environnement, donc il y a l'être humain et il y a son environnement. Elle dit, pour moi c'est différent en espagnol parce que on parle de ambiente, donc le milieu ambiant, et en fait l'être humain est inclus dans le milieu ambiant. Et on a tendance à avoir une vision occidentale où l'être humain est détaché de l'environnement. Donc on parle par exemple de crise climatique, mais en dehors de l'être humain. On parle de crise de la biodiversité, mais où sommes-nous dans cette biodiversité? Et on va mettre en jeu des enjeux économiques avec des enjeux de biodiversité, comme si c'était deux choses séparées. Est-ce que c'est vraiment ça? Et donc tout ça, ça génère une réflexion, et j'ai eu la chance de participer, de développer un cours écologie et société, où avec des étudiants de maîtrise, j'ai quand même une 40aine d'étudiants qui suivent ce cours, on a commencé à réfléchir sur des questions écologie et société, justement, comment les deux étaient liés. Et c'est une démarche très importante pour les biologistes, justement, de s'ancrer dans ce monde-là. Et puis avec Charles Hubert Born, qui est un spécialiste du droit de l'environnement, et Charles Pence, à un moment donné, Charles Pence a dû nous quitter parce qu'il était appelé pour d'autres cours, qui est un philosophe. On a créé un cours qui s'appelle Biodiversité et l'humain, pour voir quelles étaient ces fameuses interactions entre la biodiversité et l'humain, et avec même une question, qu'est-ce que c'est que la biodiversité? Ce qui est une question complexe. Et je vais revenir une seconde à Wilson, parce que Wilson est un des premiers qui a organisé un congrès sur la biodiversité. Il était, nous sommes dans les années 80, donc ça fait il y a plus de 40 ans, il était très conscient de l'érosion de la biodiversité, notamment en zone tropicale. Et il a rassemblé une série d'experts pour un congrès, et il a voulu publier les actes de ce congrès. Et alors, voilà, l'éditeur, il a aussi des visions commerciales.
Et donc il voulait un nom qui soit sexy pour publier ses actes. Et Wilson a proposé plusieurs choses, et chaque fois l'éditeur l'a envoyé promener en disant c'est trop long, c'est pas assez sexy, c'est trop compliqué, les gens vont pas comprendre, etc. Et puis, par quelque part défi, il a dit je vais créer un nom. Et il a créé un nom comme on ne fait pas, il a associé une racine latine à une racine grecque, donc biodiversitas, biodiversité. Et il a envoyé à l'éditeur presque par boutade, et l'éditeur a trouvé mais c'est une idée géniale en fait. Et en fait ce terme existait déjà, mais était peu utilisé. Les écrits de Wilson, surtout parce que le personnage était déjà extrêmement connu, se sont assez vite déplacés dans la communauté scientifique, et puis ça a été acquis en dehors de la communauté scientifique, et le terme biodiversité est devenu un terme important. Jusqu'au point du sommet de Rio, où c'est quand même le premier sommet 1992, une histoire extrêmement importante, où pour la première fois, des chefs d'État se sont réunis, non pas pour discuter d'accords commerciaux, de guerres, de frontières ou de choses comme ça, mais pour discuter de l'avenir de la biodiversité sur Terre. Et ça, c'est un élément qui a marqué les choses. On est très loin d'avoir résolu le problème, mais on a pris une conscience d'un enjeu en fait, qui dépassait les États, qui était vraiment planétaire, cet enjeu de la biodiversité, auquel s'associent évidemment les aspects de changement climatique. L'un ne va pas sans l'autre, puisque lorsque il fait plus sec, la forêt sèche, la forêt peut brûler. Quand elle brûle, elle dégage du carbone, elle ne va pas se régénérer comme elle était auparavant. Donc l'un a une influence constante sur l'autre, et les deux sont indissociables. Et se dire on va traiter les changements climatiques, on laisse la biodiversité de côté pour l'instant, ça n'a pas de sens. Les deux doivent être traités ensemble. Donc voilà, de là est parti tout un questionnement. En discuter avec les étudiants, ça a été très intéressant. Mon expérience du jardin extraordinaire aussi, les retours quand j'en ai eu, les discussions avec les gens, cet intérêt pour la nature s'est développé. Et donc ça m'a donné petit à petit l'idée d'aller vers une autre aventure encore, qui est une aventure de réflexion, de se dire qu'est-ce qui nous pousse, nous, êtres humains, à détruire la nature dans laquelle on est, en me disant on est un peu dans une situation du puceron qui arrive sur sa plante, qui pond un maximum, qui tue la plante, sauf que le puceron, il va émettre des descendants qui vont aller ailleurs et qui vont continuer le truc. Nous, on n'a qu'une planète, on est encore très loin de pouvoir quitter notre planète pour aller coloniser une planète lorsqu'on aura détruit celle-ci. Donc voilà, la question est là, et ça c'est quelque part une aventure pour la suite.